Bonjour et bienvenue à Pas le temps de jouer, l'émission qui explore le backlog de nos jeux Steam achetés en solde. Je suis Bruno, Thomas est pas là aujourd'hui, exceptionnellement, on verra si je continue ce format-là à l'avenir. Pour des questions d'emploi du temps incompatibles, Thomas a ses propres obligations et ça devenait compliqué de nous coordonner. Ce sera un épisode un peu spécial, un peu plus court, je vais traiter de moins de choses, principalement de deux jeux, qui vont être Prince of Persia, The Lost Crown et Hollow Knight, parce que je vais m'amuser à comparer pourquoi ces deux Metroidvania sont hyper importants dans mon cœur. Metroidvania 2D, action plateforme, c'est vraiment un genre qui, depuis 10 ans, facile 10 ans, est revenu au centre de la scène indépendante. C'était un genre qui était moribond jusque dans les années 2005, 2010 on va dire, avec les seuls grands représentants qui étaient les Castlevania et les Metroidvania, d'où le nom d'ailleurs, Metroidvania, n'est-ce pas. On avait eu quelques exemples de passage à la 3D avec les Metroid Prime, mais c'était des cas très isolés en fait. Puis dans les années 2010-2020, on a eu vraiment une explosion du genre avec des revivals, beaucoup de titres qui sont sortis, dont le fameux Hollow Knight, qui est de l'avis de beaucoup, et du mien, parce que je vais pas faire du vrai suspense, peut-être le plus grand Metroidvania 2D jamais sorti de tous les temps. C'est un jeu absolument extraordinaire, et justement, qui est resté longtemps dans mon backlog, et je vais expliquer d'ailleurs une des raisons pour lesquelles c'était le cas, parce que je l'avais acheté genre en 2017, quasiment à sa sortie, et je n'arrivais pas à y jouer, je le trouvais trop dur et impossible. Et en réalité, j'avais fait l'erreur de l'acheter sur Switch. Voilà, ça c'est la fin de l'aparté, maintenant on va expliquer un petit peu pourquoi je pars sur ces Metroidvania. Donc j'en ai fait deux principalement cette année, enfin j'en ai fait d'autres, des petits, mais j'en ai fait deux qui m'ont marqué parce que à la fois, le genre Metroidvania est normalement assez codifié, c'est-à-dire que c'est vraiment un genre qui prône l'exploration, le fait que vous arrivez dans des niveaux que vous découvrez la map au fur et à mesure de vos capacités, et avec du backtracking. On pourrait résumer ça à vraiment fondamentalement ces deux mécaniques-là. Le fait de revenir dans des zones avec des nouvelles capacités qui vont vous permettre de prendre des nouveaux chemins, et donc d'explorer encore des nouvelles choses, ou débloquer des nouveaux secrets ou des nouveaux bonus. Là-dessus, il y a plein d'interprétations possibles, et moi vraiment, encore une fois, j'ai joué à deux jeux, donc Hollow Knight, et le dernier Prince of Persia de Montpellier, de l'équipe de Montpellier, qui est Prince of Persia The Last Crown, qui est un Metroidvania 2D, plutôt orienté action, qui a eu un succès limité, d'après ce que j'ai cru comprendre, et ce qui est bien dommage, parce que c'est un jeu qui mérite beaucoup plus. Et on va revenir pourquoi ces deux jeux sont des Metroidvania hyper intéressants, et à la fois hyper différents dans leur approche, et ce qui m'a fait préférer l'un à l'autre, tout en reconnaissant les qualités des deux. On va commencer par le Prince of Persia. Alors, comme je disais, c'est un jeu fait par Ubisoft, c'est la licence Prince of Persia, jusque-là, il n'y a pas de souci, on voit à peu près de quoi on parle. C'est un jeu en 3D, même si on est en vue de côté, donc typiquement en 2,5D, plutôt orienté platforming action, avec une emphase sur les combats et sur un système de combos et d'attaques rapides, etc., qui marche bien. Qui fait que les combats sont intéressants, que les boss sont intéressants, qu'on a des systèmes d'esquive, voilà, la partie combat est très intéressante, et même contre les ennemis de base, on se retrouve à avoir un jeu qui est difficile, mais qui est intéressant, et qui fait que les combats sont à base de parades, d'esquives, et fonctionnent. Tout au long du jeu, on a des nouveaux types d'ennemis qui vous obligent à revoir vos patterns d'attaque. Et la partie exploration fonctionne très bien aussi, avec des pouvoirs intéressants, des énigmes bien foutues, et ce côté vraiment, vraiment agréable dans la construction qu'il a de son monde, où on n'est jamais trop perdu, et tout en ayant quand même une exploration somme toute balisé. Bien sûr, je pense qu'il est possible de faire ce qu'on appelle du second break, c'est-à-dire de ne pas faire tout dans l'ordre des développeurs, mais fondamentalement, on sent bien les sécurités qui ont été mises en place pour vous éviter d'arriver dans une zone où vous ne pourriez pas vous aventurer normalement. C'est-à-dire s'il vous faut une capacité, on vous la rappellera plusieurs fois. Tout ça étant, c'est un jeu qui est visuellement intéressant, avec des niveaux. Certains niveaux sont vraiment magnifiques. Je tiens quand même à signaler, il y a eu certaines, principalement 2 ou 3, qui ont vraiment des thèmes et une réalisation qui envoient pas que visuellement, c'est-à-dire que sur le concept de ce que ça représente, etc. Je trouve ça vraiment très intéressant.
des énigmes aussi très intéressantes, avec pas mal de qui m'ont fait bien tourner la tête, en mode ah ouais, ok, cool. Et puis un platforming pareil, très exigeant. On va vous faire utiliser chaque capacité que vous avez de dash aérien, de double saut, de fait de rebondir sur les murs, de vous accrocher au mur, de vous phaser. Enfin, le jeu exploite vraiment toute sa palette de mouvements pour cacher des zones derrière justement des enchaînements de plateformes assez velus et assez mais très gratifiants quand on y arrive, sans être trop punitif. J'ai trouvé que le jeu, quand même, certains bonus sont très punitifs. C'est-à-dire, pour l'avoir, il faut vraiment s'enchaîner quelque chose qui exigera des réflexes acérés ou une connaissance parfaite du timing et les différentes choses à faire. Mais c'est beaucoup pour les bonus ou les choses optionnelles, donc des défis qui ne sont pas nécessaires à l'intrigue principale. En revanche, les boss, eux, par contre, sont quand même assez robustes. Au début, j'avais pas cette impression-là avec certains boss que j'ai passé assez facilement. Mais par la suite, il y a quand même plusieurs boss qui m'ont valu des bonnes prises de tête avec des passages où j'ai dû les recommencer plusieurs fois, et où je les ai passés après une dizaine d'essais, quand on finit un boss à 0 vital, avec plus qu'un pixel de vie, et c'est lui où il y a un coup qui est un peu hasardeux, et c'est soit lui, soit vous. Bon, il se trouve que c'est vous et vous êtes content, mais ça veut dire qu'on peut pas dire que vous l'aviez maîtrisé, le boss. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est apporté au crédit du jeu. Il arrive bien à gérer cette difficulté-là, avec des passages qui demandent une vraie maîtrise technique des combos et des personnages, et du personnage, et de ses pouvoirs. Les boss sont intéressants, ils exploitent justement les gimmicks. En ça, on retrouve vraiment une construction à la Nintendo. Cette idée qu'un boss va vous obliger à utiliser le pouvoir que vous avez débloqué dans le niveau. C'est un jeu qui est extrêmement bien construit, qui est bien maîtrisé dans toute son approche. On voit les intentions, on voit le level design, on voit comment c'est fait, et c'est bien fait. C'est vraiment généreux, c'est appuyé, etc. Moi, j'ai trop vu les coutures, personnellement. C'est justement ce côté trop mécanique, c'est-à-dire que j'en reviendrai sur ma conclusion, mais avec la différence fondamentale qu'il a avec d'autres Metroidvania. Mais vraiment, on sent les constructions de niveaux créées autour d'une thématique qu'on va décliner. C'est-à-dire qu'on choisit un pouvoir, on crée le niveau, et on crée du coup tout un tas d'épreuves qui utilisent ce pouvoir dans ce niveau-là. Et on verrouille l'accès à ce niveau-là au pouvoir qu'on veut exploiter dedans. C'est normal, c'est comme ça que se font la plupart des Metroidvania, mais dans celui-là, j'ai trouvé ça vraiment visible, au point où ça me sortait un peu du jeu, où je voyais effectivement les exercices de style et les variations dans les énigmes, avec la montée crescendo de difficulté, c'est-à-dire que c'est extrêmement bien maîtrisé, c'est-à-dire que c'est un travail d'orfèvre, mais voilà. C'est ça c'est le seul problème que j'ai avec ce jeu-là, c'est que ce côté exploration était plutôt oublié à travers ça. Au-delà de ça, c'est un jeu que j'ai trouvé vraiment qui m'a pas fait descotcher, et que j'ai enchaîné bien, et qui propose un challenge vraiment relevé pour ceux qui veulent. Par exemple, vous débloquez assez vite des niveaux de plateforme optionnels qui sont là pour vous donner quelques bonus. Le premier niveau bonus est déjà abominable à faire, enfin abominable, d'une difficulté absolument terrifiante, qui va au-delà de la plupart de tout ce que vous allez trouver dans le jeu en termes de difficulté. C'est des timings millimétrés, c'est vraiment un système pour ceux qui ont les doigts poulpes et des réflexes en acier trempé. L'avantage, c'est que c'est là, c'est complètement optionnel, et ça vous donne que quelques petits bonus qui ne sont pas nécessaires pour finir le jeu. C'est un jeu que j'ai pris plaisir à explorer, que j'ai voulu platiner. Alors je platine jamais les Metroidvania, je m'arrête, il y a toujours un moment où ça finit par me lasser. Mais celui-là, j'avoue l'avoir exploré, être revenu dans les niveaux plusieurs fois pour aller débloquer le dernier petit truc qui me manquait. On retrouve, toujours pareil, le souci, c'est qu'on retrouve cette mécanique-là dans cette exploration, c'est-à-dire que vous savez que dans une zone, vous allez trouver fondamentalement un item caché, un totem machin truc, un bidule, et sans dire que c'est mauvais, c'est juste que ça applique une recette, et que la recette, on finit par la voir et la comprendre, et voilà, c'est très bien, c'est mécanique. Mais très bien fait, encore une fois, c'est une recette très bien appliquée et très jolie. Ça dessert un petit peu le côté immersif et le côté découverte, puisqu'on arrive à anticiper un petit peu plus ce qu'il va y avoir dans le niveau, sachant qu'on sait qu'on va trouver, encore une fois, un bonus qu'un tel. Il y a des surprises,
il y a des petites choses en plus, mais on connaît fondamentalement les structures. Autre chose, et ça c'est un reproche qui n'en est pas un, mais la partie scénario, histoire, etc., on sent que ça a été compliqué. C'est pas rentré au chausse-pied forcément, mais c'est compliqué. Il y a des personnages qui servent à rien, ou qui clairement ont dû être coupés quelque part dans leur dialogue, parce que c'est pas possible autrement. On les voit au début, on les voit plus. Il y a quelques trucs comme ça qui sont pas... Et l'histoire fondamentalement est pas hyper intéressante, mais on n'est pas là pour ça, c'est du Metroidvania. Bref, en tout cas je conclus. Prince of Persia, c'est un extraordinaire jeu qui n'a pas eu le succès qu'il méritait, et je le recommande à toute personne. C'est vraiment plaisant, et ça va vous donner une vingtaine, trentaine d'heures de kiff. Si vous aimez le genre, faut pas hésiter, c'est vraiment de l'action plateforme Metroidvania de très bonne qualité. On revient maintenant à celui qui est considéré comme peut-être le plus grand Metroidvania de tous les temps, en tout cas en 2D plateforme, et je suis pas loin de partager cet avis, c'est Hollow Knight. Qui ne connaît pas Hollow Knight aujourd'hui, de son jeu sorti en 2017 par une toute petite équipe australienne, la Team Cherry, et jeu qui a foutu tout le monde par terre, de par son esthétique, ses thématiques et son approche. C'est un Metroidvania avec une forte tendance Dark Souls, parce qu'il faut quand même le coller quelque part. Pas un épisode normal si on parle pas de Dark Souls. Mais Dark Souls plus dans son approche, pas vraiment de la difficulté, parce que bon, fondamentalement tous les Metroidvania peuvent être durs ou pas, il y en a plein qui sont extrêmement difficiles. Il l'est pour plein de titres, mais plus dans son système de narration, avec très peu de dialogue, quelques PNJ et un monde un peu cryptique, et du coup pas vraiment d'histoire. C'est un jeu qui vous raconte ce qui se passe par l'exploration et par les zones que vous rencontrez. Et c'est un jeu absolument extraordinaire qui, lui, de par sa construction, dont j'arrive toujours pas à comprendre comment ils ont réussi cet exploit-là, vous fait dire que justement, ils appliquent pas de recette, en fait. Ou du moins, la recette qu'ils appliquent, c'est qu'ils ont cherché à construire un monde, et ensuite à le rendre jouable. Et c'est pas du tout la même approche, c'est vraiment l'approche inverse de Ubisoft, des équipes, et ce qui est normal. Je dis pas qu'il y a une mauvaise approche ou que ça fait un mauvais jeu, je dis juste que c'est une autre approche. Mais on sent vraiment que dans Hollow Knight, il y a ce côté, on a fait un truc comme on se l'imaginait, et puis derrière, on crée, on playtest, et on voit ça va, ça marche pas, là on crée un raccourci, là on crée un autre truc. Et c'est un jeu qui déclenche toutes les 5 minutes un effet wow, un effet comment ça, on est perdu, et en fait on n'est pas perdu. Mais c'est spectaculaire, c'est-à-dire que c'est un jeu, donc, comme j'ai expliqué dans l'intro, que j'ai recommencé plusieurs fois, parce que je l'avais sur Switch, et j'arrivais pas à y jouer sur Switch. Et j'avais fait plusieurs runs où j'avais quand même insisté lourdement, et j'avais avancé, jusqu'à tomber sur un mur de difficulté que j'arrivais pas à franchir. Et quand j'y ai rejoué sur PC, je me suis rendu compte à quel point chaque run, j'avais fait des chemins complètement différents, à découvrir les zones de façon complètement différente. C'est un jeu qui justement, contrairement à beaucoup de Metroidvania, ne vous interdit absolument pas l'accès à des zones dans lesquelles vous allez avoir besoin de pouvoir. Ça interdit un passage. C'est-à-dire que vous allez tomber dans un endroit où il y a un précipice. Ce précipice, vous ne pouvez pas le franchir si vous n'avez pas la capacité Intel, soit, mais la zone n'est pas forcément inaccessible. Il y a un autre chemin qui vous amènera là, et on va pas vous redemander ce pouvoir 50 fois dans la zone pour vous assurer de l'avoir. Et d'ailleurs, dans le boss, et les boss peuvent être battus sans le pouvoir de la zone. Ou alors, bien sûr, si c'est le dash, le pouvoir, ça facilite le boss, évidemment. Mais globalement, les compétences qui vous permettent de débloquer les zones ne sont pas tellement utilisées en combat. Probablement des contre-exemples, mais là, de tête, je les vois pas. Et c'est un jeu qui, comme ça, du coup, a des pans entiers de gameplay qui sont pas incroyables. C'est-à-dire que si on reprend d'un point de vue plateforme, la plateforme pure dans le jeu est quand même particulièrement âpre, avec des sauts c'est un personnage très petit, des sauts pas très enthousiasmants. Pourtant, il y a quand même quelques passages de plateforme qui sont assez velus, et surtout dans la suite, dans les extensions, qui sont assez exigeants, qui vous demandent de faire des trucs assez fous. Et pourtant, bon, parce qu'on aime bien, en fait, on finit par maîtriser ce côté un peu flottant du personnage, etc. Et pareil, dans le système de combat, c'est un jeu où, ok, vous pouvez attaquer dans les 4 directions, super, on a quelques pouvoirs d'attaque autres, mais c'est pas un jeu qui a une panelle de mouvements extraordinaire, et pourtant, qui a des combats de boss incroyables, avec une mise en scène des boss qui est fabuleuse, dans la grande majorité, et qui sont mécaniquement compliqués. C'est-à-dire que les boss sont exigeants, c'est un jeu qui est exigeant. Encore une fois, je trouvais que c'était un jeu très dur,
pour y avoir joué sur Switch, je n'ai pas du tout eu la même impression sur PC. Et c'est pas moi qui ai évolué, c'est-à-dire que j'ai relancé du coup le jeu sur Switch en me disant que c'était pas possible, que j'avais raté un truc, ou que vraiment je m'étais amélioré, et non, le jeu sur Switch, je n'y arrive pas. J'ai l'impression d'avoir une demi-seconde de décalage entre le bouton de saut et l'action, le fait que mon personnage saute à l'écran. Je n'arrive pas à le contrôler en l'air. Enfin, vraiment, il y a un truc qui va pas sur cette version, je sais pas quoi. Alors, c'est de l'input lag, ce que vous voulez, un délai avec l'affichage, je ne sais pas. Si vous l'avez sur Switch, bah, vous pouvez l'oublier et réessayez-le sur PC, vous pouvez l'acheter pour pas cher. C'est un jeu qui en plein tarif est à 15€, donc voilà. Voilà, c'est un jeu qui est d'une générosité incroyable, avec un nombre de boss fabuleux, des boss optionnels partout, des zones entières qui sont facultatives, des pouvoirs facultatifs. Vous pouvez finir le jeu avec quasiment, je crois, j'avais cru comprendre qu'on pouvait finir avec la moitié des pouvoirs, voire moins. C'est un jeu qui vous laisse libre de l'approche que vous avez. Et c'est en cela qu'il est un Metroidvania incroyable. Il cherche pas... L'histoire qu'il vous le raconte par le texte, etc., est une histoire assez sombre d'ailleurs, qui est brillamment racontée, qui est intéressante, avec des personnages attachants, même s'ils ont que quelques lignes de dialogue. C'est un jeu qui oscille, qui est sur cette mince frontière entre le mignon et le dépressif. C'est-à-dire que tous les petits personnages sont mignons, et puis à certains moments, ils arrivent à vous toucher avec des trucs vraiment très très forts. Je pense par exemple à... Vous allez rencontrer un insecte une fois qui est en train de travailler, qui va vous parler, vous revenez, vous allez voir qu'il a été possédé, et vous allez devoir l'affronter. Enfin, il y a plein de petites choses. C'est un jeu qui n'hésite pas aussi à vous faire des coups de Trafalgar, pour pas dire un autre mot, avec vraiment des pièges abominables, des boss, vous n'avez pas envie de tomber dessus, et c'est au détour d'un chemin. Mais c'est un jeu qui pose quelques règles de base et qui s'y tient, dont la règle principale, c'est vous n'avez pas la carte, vous devez explorer jusqu'à ce que vous ayez la carte, et si vous crevez avant d'avoir trouvé la carte, bon courage pour trouver votre cadavre et récupérer votre argent. Bref, c'est un jeu incroyable. Hollow Knight est un jeu incroyable. Et du coup, on va parler de ses suites rapidement, que j'ai commencé. Alors, je l'ai pas fini, donc je vais pas faire une avancée complète. Silksong, qui est un jeu dont tout le monde a décrié la difficulté au lancement. Alors moi j'arrive un peu après la bataille, le jeu a été patché, je sais pas si c'est du coup si la difficulté a été nerfée ou si je la ressens pas. En tout cas, c'est pas un jeu qui pour l'instant, j'en suis à une dizaine d'heures, m'a choqué par sa difficulté. J'ai retrouvé exactement tout ce que j'aimais dans le Night. Ce jeu est en train de me retourner le cerveau, et de par son approche, par son game design assez incroyable, et sa construction d'univers tout aussi folle que celle du 1, où je sais pas comment ils ont réussi encore cet exploit, à faire des mondes interconnectés, des passages incroyables, où on peut accéder à la même zone par 10 passages différents. La Team Cherry a prouvé que c'était pas un accident, qu'ils ont fait Hollow Knight en toute conscience de ce qu'ils faisaient, et en toute réflexion, et je suis de plus en plus halluciné. Et en plus, pour moi, Silksong arrive à faire un truc assez incroyable, c'est-à-dire que il reprend le jeu du coup avec un nouveau personnage, et on a beau revenir avec très peu de pouvoir, il nous manque plein de choses, j'ai pas eu cette sensation de recommencer un jeu à zéro, parce que le nouveau personnage a juste ce qu'il faut en termes de capacité au départ, de mouvements supplémentaires par rapport au protagoniste du premier jeu, pour vous donner cette sensation que non, c'est pas un jeu qui se traîne, et on n'attend pas les pouvoirs avec tant d'impatience que ça. Alors, heureusement, ils débloquent assez vite certains essentiels, mais voilà, ils ont bien géré ça. Et puis surtout, j'en ai pas parlé, mais c'est des jeux d'une beauté absolument hallucinante. Alors Hollow Knight était absolument incroyable, Silksong est encore au-dessus, je sais même pas comment c'est possible. C'est de la 2D à la main, c'est des animations pareilles, faites à la main. Il y a pas les mots en fait. C'est d'une direction artistique incroyable. Alors Silksong encore plus que Hollow Knight. Silksong, j'en suis à des scènes, des moments où je lâche la manette tellement j'ai la mâchoire qui tape le bureau devant mon écran. C'est et en plus ça raconte des choses, c'est-à-dire que par ces décors, il y a de l'environnemental storytelling, où on va vous montrer, ce monde est d'une cohérence, et ce qu'il vous dit, et ce qu'il ne vous dit pas est aussi important. C'est-à-dire que ce que vous arrivez à conclure de certains événements, de certaines choses, par des petites mises en scène qui semblent anodines sur le coup, et qui prennent un autre sens
10 minutes plus tard. Enfin, c'est un jeu dur avec qui m'a fait des trucs que je pensais pas. Normalement, n'importe quel jeu me fait un coup de chafouin comme ça, et je supprime, je désinstalle. Lui, il y arrive, et il y arrive parce que ça reste cohérent, il fait pas ça n'importe où. C'est-à-dire que quand il vous met un piège sur un point de sauvegarde, c'est quand même particulièrement rotor, mais quand il le fait dans une zone où ça a du sens que le point de sauvegarde ait été piégé, en fait. Et du coup, oui, la première fois, vous allez sûrement mourir, et vous allez sûrement rager comme pas possible sur le jeu, et en fait, vous allez revenir et comprendre pourquoi cet effet-là, et il y a quand même un moyen de le désactiver, et c'est incroyable. Hollow Knight et Silksong sont des jeux que je regrette de ne pas avoir fait plus tôt, réellement, c'est-à-dire de ne pas m'être écouté, avoir acheté ce jeu-là sur PC comme j'avais prévu de le faire depuis très longtemps. Bref, tout ça pour dire que ça conclut cet épisode un petit peu fin d'année 2025. J'ai beaucoup d'autres choses dont j'aimerais parler sur de choses que j'ai jouées. Je pensais le faire avec Thomas. Encore une fois, pour des questions de planning, ce sera probablement pas le cas. Je verrai, je ferai probablement d'autres épisodes de même genre, peut-être même plus courts que ces 25 minutes, où je parlerai d'un sujet particulier ou d'un jeu particulier. Bref, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Moi c'est Bruno, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, je suis dans les temps, parce que là je suis en train d'enregistrer, on est le 31, et ce sera en ligne avant ce soir, ou sinon je couperai cette partie-là. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, je vous dis à bientôt en 2026, et bon jeu. Une production T&B.